Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce webinaire. Donc je vous propose d'attendre peut-être 1 ou 2 petites minutes parce que je vois qu'il y a encore des personnes qui sont en train d'arriver. Donc il est 10 heures, mais voilà, on va attendre, 1 ou 2 petites minutes de plus, le temps d'être sûr que la majorité des personnes soient là et on commence, voilà, on commence ce webinaire dans imminemment. À tout de suite. Allez, 30, c'est un chiffre rond, 30 participants, alors on va lancer les choses. Bienvenue, à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. Donc bienvenue pour ce deuxième café relais, organisé par le PCN Infrastructure de recherche. Donc ce webinaire sera dédié à 3 appels à projets qui ont été publiés, le 19 janvier, donc par la Commission européenne. Donc l'objectif, hein, c'est de clarifier les attentes de la Commission européenne par rapport à ces appels à projets et de vous donner, des outils et des éléments concrets pour vous aider à comprendre en fait, le cadre et à bien, cibler votre candidature en fonction de ces attentes-là. Donc c'est un webinaire qui a une vocation interactive, donc vous pourrez interagir puisqu'il y aura, vous verrez, un temps de questions et réponses qui sera dédié à chaque appel à projet. Donc vous pourrez soit poser vos questions dans le chat, donc elles seront relayées, oralement, soit, n'hésitez pas si vous le souhaitez, prendre la parole en levant la main pour, engager, voilà, des questions plus, oralement et de manière plus interactive. Donc, on a le plaisir d'accueillir donc la Commission européenne pour, répondre à ces questions-là et puis, personnaliser au mieux les retours, qu'on pourrait vous faire. Donc il y a Lorenza Sarajo qui est Policy Officer à la Commission européenne, donc l'unité A2 et qui s'occupe de la gouvernance et de la mise en place des infrastructures de recherche. Nous avons également René Martin qui est également Policy Officer à l'unité A3 et qui s'occupe donc, des infrastructures de recherche sur l'innovation et sur, la carrière des chercheurs. Côté ministère, vous avez également, Pascal Delbourgo, donc qui est, coordinatrice du PCN Infrastructure de recherche. Elena Hofer, qui est représentante au comité de programme des infrastructures de recherche et membre du comité d'évaluation des esprits. Hélène Veillard et moi-même qui sommes, membres du PCN Infrastructure de recherche et on a le plaisir aussi d'accueillir Volker Bergmann qui est, spécialiste de toutes les questions liées à EOSC. Donc avant, d'entamer, la présentation, quelques règles du jeu, simples, hein. Je pense que tout le monde est un peu familier avec ces règles du jeu. Pensez à bien couper vos micros, lorsque vous ne prenez plus la parole. Vous pouvez lever la main pour la prendre oralement évidemment et sachez que ce webinaire est enregistré et qui sera mis en ligne sur le site infrastructure, du PCN. Donc, sans plus attendre, on va démarrer la présentation. Donc le programme de la journée va être divisé en 4 temps. D'abord, il y aura un rappel en fait, du contexte, donc comment le programme infrastructure de recherche, est ancré dans Horizon Europe, quels sont les objectifs, quelles sont les attentes de la Commission européenne. On va faire un petit point d'actualité aussi sur les résultats,
des appels à projets qui ont été publiés en 2021, puisqu'on a eu une première vague de résultats. Donc là, ça sera un aperçu succinct de la participation à l'échelle européenne et à l'échelle française. Et on va aussi évoquer les appels à projets qui sont publiés en 2022, outre ceux qu'on va présenter en détail, mais ceux qui seront potentiellement intéressants pour une partie de la communauté scientifique présente ou non à ce webinaire. Ensuite, on va entrer dans le vif du sujet en abordant donc InfraDev 0101, Research Concept Development. Donc la structure, ça va être une présentation qui va un peu rappeler un peu le contexte et les généralités de cet appel à projet, qui sera en fait ensuite précisée par Lorenza Officer sur des éléments clés pour la compréhension et pour le calibrage de vos candidatures. Ensuite, on ouvrira un temps de questions-réponses qui sera vraiment consacré à vos questions. Donc là, n'hésitez pas, on est là pour dissiper vos doutes, donc profitez-en. On aura ensuite le deuxième volet consacré à InfraTech 0101, donc avec la même structure, un temps de présentation, donc co-animé par le PCN et la Commission européenne, et ensuite un temps de questions-réponses. Et pour finir, donc c'est le petit bonus du webinaire, on a décidé d'inclure aussi InfraDev 0102, qui va aborder plus le volet coopération, synergie et réseau entre les infrastructures de recherche et les infrastructures technologiques. Donc, il n'y a pas de point commun entre InfraDev 0102 et InfraTech, même si on a le même terme. Il s'agit là encore de bien préciser les choses et de bien rappeler quelles sont les attentes de la Commission européenne. Donc, je vais entamer par la première partie, on va dire, qui va être plus d'ordre général et descriptif pour les personnes qui sont, voilà, qui découvrent un peu le programme infrastructure de recherche. Ce schéma, par contre, il doit être familier à l'ensemble des participantes et des participants. Donc, c'est la structure d'Horizon Europe et c'est pour rappeler que les infrastructures de recherche occupent une place importante dans la stratégie de la Commission européenne, puisque d'une part, ils se retrouvent dans le pilier 1, d'autre part, ils ont un budget conséquent, donc qui est évalué à 2,4 milliards d'euros. Donc, c'est un axe stratégique qui est important, puisque les infrastructures de recherche, donc, qui sont des équipements matériels ou immatériels, participe à un développement des connaissances et aussi à un développement des technologies qui va finalement irriguer toute la communauté scientifique et qui va se retrouver dans un spectre très large de domaines. Donc en fait, c'est un levier très très important et très stratégique pour tous les développements de connaissances ou les développements technologiques qui peuvent être apportés à la communauté européenne. Et bien sûr, il est dans le pilier excellence scientifique pour rappeler qu'on ne met pas de côté non plus tout ce qui est avancé dans le domaine de l'état de l'art sur plusieurs domaines. Plus précisément, les orientations stratégiques de la Commission européenne pour 2021-2024, elles portent sur plusieurs points. Donc déjà, il y a le paysage existant des infrastructures de recherche qui, à défaut d'être arrivé à maturité, couvre beaucoup de domaines et beaucoup d'acteurs qui sont déjà opérationnels dans la mise en accès de leurs infrastructures. Et donc, il s'agit là de finalement rationaliser les investissements pour consolider le paysage des infrastructures européennes qui est déjà existant. Donc, on va capitaliser sur les infrastructures qui existent déjà pour augmenter encore plus leur impact et leur potentiel d'innovation. L'autre accès, il est couvert par la science ouverte à travers EOSC. Donc EOSC, pour résumer, c'est toute la politique de partage de résultats et de données de recherche, comment on va harmoniser ces pratiques-là de manière à ce que ce soit réutilisable, reproductible et de manière finalement à créer un écosystème de recherche plus performant. Ensuite, on cherche aussi, à travers les orientations stratégiques, à mobiliser les infrastructures de recherche dans toutes les transformations écologiques et climatiques. Donc, les infrastructures de recherche, notamment par rapport au Green Deal, ont aussi un rôle central à jouer dans ce domaine-là. Et pour finir, comme je le rappelais, on a aussi tout l'aspect développement de connaissances. Donc, la recherche fondamentale est évidemment représentée dans ce programme-là, mais on a tout le spectre de la recherche qui va de la recherche fondamentale jusqu'à la recherche à visée plus applicative à travers le développement de technologies de pointe. Et enfin, pour finir, l'aspect international des infrastructures de recherche qui est plus mis en exergue par les accès.
Donc ça me permet de rappeler un point important, c'est que quel que soit le domaine dans lequel on se place au niveau des appels à projets, les infrastructures de recherche ont vocation à accueillir des utilisateurs pour qu'ils puissent produire des résultats de recherche ou bien des travaux avec une obligation dans certains cas de publier. Donc cette dimension accès d'utilisateurs internationaux va augmenter l'impact et la visibilité de chacune des infrastructures de recherche qui seront financées. Donc plus concrètement, ces orientations stratégiques, elles vont se retrouver à travers 5 destinations. Donc là, on va en couvrir 2 d'entre elles, mais je rappelle juste, voilà, les principales destinations qui sont, dans le programme infrastructure. On a la première infradev qui consiste à justement optimiser le paysage des infrastructures existantes. Donc 2 des appels à projets qu'on va couvrir en détail aujourd'hui se retrouvent dans infradev. On a InfraEOSC pour la science ouverte. On a InfraServe. Donc comme je disais, toutes les infrastructures de recherche ont vocation à accueillir des utilisateurs. Ça fait partie même de l'essence de ce qu'est une infrastructure de recherche dans le jargon européen. Mais il n'y a qu'une seule destination qui vise à financer ces accès-là, et ça va se retrouver derrière les appels à projets infraserve, où finalement les utilisateurs ne paieront pas l'accès aux infrastructures de recherche. Cet accès sera financé par la Commission européenne, et là encore, on couvre un domaine qui est large. Ensuite, on a la destination infratech, pour le développement de nouvelles solutions technologiques qu'on abordera plus en détail et qui fera l'objet d'un des points de ce séminaire. Et enfin, Infranet, qui correspond à tout ce qui est connectivité des réseaux pour améliorer les communications à l'intérieur de la communauté scientifique. Donc uniquement Infradev et Infratech vont se retrouver dans les appels qu'on va couvrir sur la vague 2022. Donc, comme je le disais en introduction, un rapide aperçu sur, les premiers résultats. Donc ils sont tombés récemment, donc ils sont actuellement en cours d'analyse et de dépouillement. Il y aura une actualité qui sera disponible sur le site infrastructure de recherche. Mais dès à présent, vous avez, un peu les résultats, on va dire, principaux et qu'on peut tirer des dépositions qui ont été faites en 2021. Donc, je prends comme exemple et comme référence la première ligne sur InfraDev. Il y a eu 5 appels à projets publiés. Il y a eu 9 projets évalués par la Commission européenne. Donc là, c'est à l'échelle européenne. Sur ces 9 projets, 6 projets ont été retenus. Ensuite, plus précisément, la participation française, il y a eu 5 établissements français qui ont candidaté parmi les 9 projets déposés. Donc 5 établissements, recherche, universités et autres, en tout cas affiliés à la France, et chacun de ces établissements a été financé à hauteur de 458 575. Donc ça, c'est un peu un premier aperçu de ce qui s'est passé sur la vague 2021, et c'est une grille de lecture sur les autres lignes et sur les autres appels EOSC, InfraServe et Infratech. Donc vous voyez qu'en cumulé, on est à peu près 20 400 000 de contributions françaises. Et voilà, pour l'instant, on ne va pas rentrer en détail dans l'analyse, mais on peut dire que, voilà, les candidatures françaises ont été plutôt bien évaluées, et que c'est, voilà, que c'est une première vague qui est assez bien réussie. Ensuite, après, il va falloir décliner ces résultats par appel et voir un peu si on peut en tirer une analyse plus fine. Donc ça, c'était pour le point actualité qu'on a souhaité greffer à ce webinaire, puisque on parle des infrastructures de recherche, donc on a ce point de mise à jour. Et ensuite, pour finir cette partie introductive, vous avez là les appels à projets qui sont aussi publiés pour l'année 2022. Ceux qui ne feront pas partie des appels qu'on va couvrir dans ce webinaire. Et vous avez un aperçu, voilà, des thématiques qui sont financées, l'ouverture de l'appel à projet, la clôture. Donc on parle principalement d'EOSC et d'InfraServe. InfraServe, là, qui va être focalisé sur l'aspect neurosciences. Donc vous avez également le budget. Je rappelle, on vous mettra le lien plus tard, mais que vous avez aussi sur le mini-site toute la liste des appels à projets qui sont ouverts, avec un renvoi vers le site de la Commission européenne pour les détails de chaque appel à projet. Donc je vais aborder maintenant la première partie
du menu principal, on va dire ça comme ça. Donc c'est InfraDev 0101 Research Infrastructure Concept Development. Donc comme je le disais en introduction, il y a un paysage des infrastructures de recherche qui existent et qu'on souhaite capitaliser dans Horizon Europe. Cela dit, on ne met pas de côté toutes les nouvelles initiatives. Et donc toutes ces nouvelles initiatives, ça va se matérialiser par le financement de nouveaux réseaux d'infrastructures de recherche européens qui peuvent être financés à travers cet appel InfraDev 0101. Donc on est toujours sur des projets qui ont une vocation de recherche et d'innovation, même s'il y a une forte dimension réseau, on en parlera plus tard. On est sur un budget total de 2 300 000 pour cet appel à projet, avec un budget par projet qui est aussi entre 1 million et 3 millions. Donc là, je rappelle que ce sont des données indicatives et estimées. Ça ne préjuge pas de l'évaluation du projet. C'est-à-dire qu'on a toujours comme règle principale la cohérence entre votre projet, les ressources que vous demandez, et les résultats scientifiques et l'impact. Mais il faut quand même savoir qu'il y a quand même une fourchette attendue, sans que cela soit un critère déterminant pour l'évaluation. Donc, tous les projets qui vont être évalués à travers cet appel à projet seront au maximum de 7, ça fait partie des conditions. Donc là encore, c'est une donnée estimée, mais il faut savoir qu'il y a 7 projets financés à l'échelle européenne. Donc ce qui fera de cet appel, par sa nature et par son côté compétitif, voilà, un appel vraiment très prisé, avec, avec des objectifs d'excellence et des objectifs de, de nouveauté par rapport au concept d'infrastructure qui seront exigeants. Et enfin, on a le timing, donc il est ouvert depuis le 19 janvier avec une date de clôture au 20 avril. De quoi parle-t-on exactement à travers cet appel à projet? Donc, on finance la mise en réseau de nouveaux concepts d'infrastructures de recherche. Donc, qui dit nouveau concept d'infrastructure de recherche dit inexistant, mais aussi complémentaire avec l'existant. Donc, il faut vraiment montrer cette complémentarité et aussi la pertinence du nouveau concept d'infrastructure qui est mis en exergue. Il faut aussi mettre l'accent sur l'aspect recherche scientifique. Quels vont être les services qui vont être apportés à la communauté scientifique? En quoi cela constitue un impact et une avancée dans certains axes de recherche? Puisque comme vous l'avez vu, on est sur du RIA, donc Research and Innovation Action, donc il y a quand même un volet recherche qui est présent. Et puis on étudie voilà, toutes les similitudes et les complémentarités avec les réseaux d'infrastructures qui existent déjà. Donc concrètement, on veut financer des réseaux d'infrastructures européens, bien sûr, qui apportent quelque chose de nouveau par rapport à l'existant. Donc les résultats qui sont attendus à travers les projets qui seront financés, c'est vous créer de nouveaux concepts finalement et le projet lui-même devra finalement mettre en exergue la faisabilité finalement, la faisabilité technique, la faisabilité opérationnelle de ces nouveaux concepts. Ils devront également aborder la gouvernance pour faire en sorte que ce réseau d'infrastructures ne se fragmente pas. On a toujours, et ça revient régulièrement, cet alignement avec le paysage des infrastructures européennes existants. Et évidemment, on a quand même cette vocation à créer quelque chose de nouveau et donc une description des nouveaux services et des nouvelles opportunités qui vont être créées par ces infrastructures de recherche. Donc ça se rapproche, mais ce n'est pas exactement la même finalité que le design studies, mais on en reparlera plus tard. Et finalement, l'objectif à travers cet appel à projet, c'est de créer de nouvelles voies de recherche, puisque qui dit nouveau réseau d'infrastructures avec nouveaux concepts, dit nouvelles possibilités et nouvelles opportunités pour la recherche, donc la recherche qui va être menée par les utilisateurs au sein de ces infrastructures de recherche. Il peut également être possible, donc on parle de réseaux nouveaux, donc on ne va pas financer la construction, on va plus financer la faisabilité. Donc ces réseaux nouveaux n'empêchent pas qu'il y ait des infrastructures qui existent déjà et qui ont besoin vraiment d'une amélioration substantielle. Dans ce cas-là, ça va être une amélioration qui porte sur la globalité de l'infrastructure et non pas sur un seul aspect d'une infra donnée. Et enfin, il faut aussi avoir en tête qu'on est là sur une étude de faisabilité
et cette étude de faisabilité va entraîner forcément une grande activité qui va être consacrée au réseau, c'est-à-dire, à des échanges entre, les différentes infrastructures de recherche pour réussir à vraiment à faire maturer ce nouveau concept. Je vais passer la parole à Lorenza, Saracco qui va entrer un peu plus dans le détail sur les attentes et sur, quelques clés pour mieux comprendre l'appel à projet. Thank you. Merci, Amadou. As you see, this topic is a little bit the continuation of what we used to call the science studies under Horizon 2020. Je dois parler en français, j'essaie, excusez-moi. Alors, euh, euh, comme déjà dit, en fait, c'est très important que qu'en proposition, il adresse, vraiment, il va prendre des gaps dans le landscape des recherches des infrastructures de recherche. Parce que vraiment, il doit montrer les valeurs ajoutées de cette nouvelle infrastructure. Il doit montrer en fait les complementarity and synergy avec les infrastructures qui sont déjà existantes. Et j'ai déjà reçu des questions si en fait il y a une différence avec ce qu'on finançait sur Horizon 2020. Et c'est vrai que cette concept development, comme on l'appelle maintenant sous Horizon Europe, c'est plus focalisé sur l'aspect organisationnel, en fait, sur mettre en place toute l'infrastructure dans toutes les dimensions financières et fiabilité, et toutes les choses, mais si vraiment penser déjà un peu les services à donner à les communautés qui doivent être servis. C'est vraiment quelque chose de très complet qui en fait devrait produire un rapport qui sera à la base aussi pour faire des négociations pour la construction. En fait, c'est la première étape dans le life cycle dans l'infrastructure de recherche qui va un peu fournir des matériels à les projets exprès potentiellement, ou à une requête pour un ERIC status. C'est-à-dire en fait qu'ils vraiment, ils doivent essayer de donner toute l'information qui peuvent être utile pour commencer des négociations avec ces États membres pour la construction de cette infrastructure. Et par respect à ce qu'on finançait sous Horizon 2020, c'est vrai qu'en fait, il y a plus cette focus sur l'aspect organisationnel, mais son technical work, en fait, c'est possible aussi. Dans tous les cas, vous voyez que c'est toujours un RIA, Research and Innovation Action, pas un CSA, pas un Coordination Support Action, ce type de projet, c'est-à-dire qu'en fait, s'il y a de la recherche à faire pour développer les concepts ou quelque chose de technique qu'on doit résoudre, ça, on peut le faire. On est en fait toujours dans son RIA. Mais vraiment, l'important, c'est sortir avec ces rapports, des science studies, en fait, ces rapports qui doivent servir pour nourrir les procès de construction de nouvelles recherches infrastructures à niveau européen. Comme déjà dit, en fait, on ne se concentre pas sur un component, sur un instrument d'une infrastructure. C'est vraiment ce qu'on veut développer, c'est un fully fledged new research infrastructure, c'est-à-dire vraiment dans tous les components, parce que les instrumentations, les components des infrastructures de recherche sont faits sous Infratech, qui est ouverte en fait en contemporain. Comme ça, ne faites pas l'erreur de venir ici avec simplement le développement d'un component d'une infrastructure de recherche. Et je m'arrêterai ici, je laisserai un peu plus d'espace pour les questions. Merci. Merci beaucoup Lorenza. Alors, pour les questions, alors on a eu une question dans le chat, donc à laquelle j'ai partiellement répondu, mais je pense que ça mérite
de pouvoir y répondre, parce que c'est une question qu'on a souvent. Est-ce que pour ces calls, est-ce que sont privilégiées les infrastructures de recherche qui sont déjà dans des infrastructures de recherche européennes du type ESFRI? Donc j'ai répondu partiellement que certains appels étaient effectivement spécifiquement dédiés à des infrastructures de la feuille de route ESFRI, mais que les autres appels étaient ouverts néanmoins respect des critères d'éligibilité et aussi respecter la définition d'une infrastructure de recherche européenne. Mais Lorenza, je ne sais pas si vous souhaitez compléter. Et c'est vrai qu'il y en a surtout dans Infradev, des appels spécifiques en fait pour les SESFRI, mais ce n'est pas le cas pour ceux qu'on est en discussion, ces trois en fait qu'on est en discussion aujourd'hui, parce que clairement les, les, les S3 et les concept development, et ils sont pour de nouvelles infrastructures. Ça ne veut pas dire que, par exemple, un S3 ne peut pas appliquer pour un major upgrade. Ça, il peut arriver. Ce ne sont pas exclus, mais en fait, c'est ouvert à toutes les nouvelles bonnes idées pour de nouveaux infrastructures de recherche par quiconque. Pour Infratech, il y a, vous avez vu en fait un spécifique, mais on va parler plus tard. En fait, il y a des conditions spécifiques aussi qui demandent qu'il y a la présence obligatoire des infrastructures de relevance, d'importance européenne, c'est-à-dire ESFRI, mais aussi des infrastructures nationales qui sont capables d'attirer des chercheurs des autres pays. Merci, merci Lorenza. On va passer à une question qui va être posée par Myriam Ferraud. Alors, Oui, en fait, c'est la suite de la question que j'ai posée. En fait, vous avez dit que il était possible que des infrastructures déjà établies, des infrastructures ESFRI, en fait, pouvaient appliquer pour des upgrades. Pour un En fait, major upgrade, vraiment, si par exemple, un infrastructure décide de passer un télescope, par exemple, il décide de créer tout un nouvel télescope, voilà. Et ça, un major upgrade, ça va bien. En fait, dans le passé, on a eu les CERN qui l'a appliqué, par exemple, pour faire des grands upgrades de ces infrastructures. Et, mais pas vraiment s'il va changer un petit component ou s'il ajoute une petite chose. En fait, c'est vraiment un major upgrade. oui, d'accord. Donc, sur une infrastructure, si par exemple, on apporte une nouvelle méthodologie avec d'autres types d'instruments, c'est éligible, quoi. C'est possible. De nouveau, si vraiment il change beaucoup, dépend en fait de- del porteur de ce changement. Parce que si c'est seulement un petit service qui va être ajouté, et je dirais mieux peut-être que si on a besoin de recherches pour développer ce service, c'est mieux Infratech. C'est vraiment, on pense à quelque D'accord. chose qui nous entame à toute une nouvelle communauté servie, qu'on doit penser à des nouveaux services, qu'on doit penser en fait aussi à chercher de nouveaux financements parce qu'il y a des coûts importants et il y a toute une programmation et une planification pour faire, alors ça va bien. Vraiment, major upgrade, franchement, pas un petit service qui va être ajouté. Pas... D'accord, ok. Bon, on peut se tourner vers les PCN pour voilà, discuter de ça Oui, et oui, non, en fait, éventuellement je... évaluer voilà, ce qui peut être fait ou pas, quoi. D'accord. oui, tout à fait. Ok. En fait, donc ça fait partie voilà, du centre de notre mission, hein. Si vous avez vraiment des questions et que vous souhaitez des réponses qui sont personnalisées par rapport à votre projet, Oui. on convient d'un rendez-vous et on en discute plus en détail. Donc, effectivement. Ouais, c'est surtout ça, c'est pour essayer de positionner voilà, certaines idées en fait par rapport à ce qui est disponible, quoi. C'est pas toujours évident. Voilà. Merci bien. Alors, dans le chat, il y a une autre question, mais je propose donc qui concerne Infratech. Donc là, je
propose, donc qui concerne justement le côté il faut 3 infras, quel est le rationnel, mais on va présenter le call après et puis il y aura une session de questions-réponses également après. Donc je propose qu'on réponde à cette question après la présentation du call. Là, on se focalise plutôt sur le concept development. Donc, pour l'instant, est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur cet appel concept development? N'hésitez pas. Un dernier conseil, c'est un call compétitif parce qu'en fait, c'est un de notre calls qui sont plus compétitifs et préparer une bonne proposition parce que ce n'est pas facile d'être sélectionné. En fait, on veut pas vraiment, on cherche vraiment l'excellence pour les années futures. Donc on va passer à la suite. Oui. Si vous avez toutefois des questions qui vous viennent en cours, n'hésitez pas à les poser, puis on les abordera sur la prochaine session. Donc là, est-ce que c'est bon pour l'affichage? Alors, on voit en mode... Ah oui. C'est bon. Ah, c'est bon. Donc là, on va aborder le deuxième appel à projet spécifique. On a vu InfraDev 0101. Là, on change complètement de topic et de sujet pour évoquer l'InfraTech 0101. Donc, c'est un call qui est dédié à tout ce qui est nouvelle génération d'outils, et au fait, de tout ce qui est développement technologique d'outils, d'instrumentation ou de méthodes au sein des infrastructures de recherche. Donc, on parle toujours d'infrastructures de recherche pour lesquelles on souhaite développer une partie, un composant avec une vocation, vraiment une vocation innovation qui est importante. Donc, évidemment, c'est un projet de recherche et d'innovation. Le budget, il est à 110 millions d'euros sur l'ensemble des calls, avec une fourchette entre 5 et 10 millions d'euros. On a 2 conditions spécifiques. En fait, on en a une autre qui n'est pas vraiment une condition, mais 2 conditions spécifiques qui vont être détaillées plus tard et qui vont faire l'objet d'une réponse à la question qui a été posée tout à l'heure, puisqu'il est obligatoire d'avoir 3 dans son consortium, d'avoir 3 infrastructures de rang mondial, donc à l'échelle mondiale. On va le définir plus tard. Et il y a, donc on attend 11 projets financés sur cet appel-là, dont la date de fin de soumission arrive au 20 avril. Donc là, de quoi parle-t-on plus précisément? Donc il s'agit vraiment d'un développement technologique. Donc on a une visée innovation et une visée exploitation qui est importante. Et il faut que ce développement technologique soit en lien avec des objectifs, on va dire, d'impact qui soient aussi bien scientifiques, technologiques qu'environnementaux. Donc, on va développer de nouveaux outils au sein des infrastructures de recherche qui seront dans le consortium. Et qui dit nouveaux outils, dit formation de tout le personnel. Donc, le personnel, c'est aussi bien intra ou extra infrastructure de recherche, pour pouvoir s'approprier ces outils et finalement essayer au mieux de pousser le degré de maturité de ces nouvelles technologies. Donc, il n'y a pas d'échelle de TRL qui est attendue, il n'y a pas de degré de maturité précis qui est attendu par la Commission européenne, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un projet de développement technologique sur une technologie qui est vraiment embryonnaire ou bien sur une technologie qui est déjà avancée. Le tout, c'est que vous prouviez qu'il y ait vraiment une maturité qui se développe au cours du projet avec une visée d'exploitation qui n'est pas forcément à la fin du projet, mais au moins on a les premières bases d'une exploitation à venir.
Donc les résultats qui sont attendus par chaque projet, c'est évidemment accroître la compétitivité des infrastructures de recherche. Et ensuite, on a aussi l'idée de faire participer des entreprises au consortium. Donc là, c'est un point important, c'est la condition qui n'en est pas une dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé d'avoir dans le consortium des industriels. Et la présence des industriels, ce n'est pas uniquement pour tester finalement le produit en tant que end user, hein, selon le terme consacré, c'est vraiment les industriels qui vont participer effectivement au développement technologique. Donc c'est vraiment l'association d'industriels pour du co-développement. Et l'industriel va justement apporter justement sa contribution pour faire en sorte que le produit qui va être développé puisse être utilisé par la communauté scientifique, qu'elle soit académique ou privée, et puisse créer de nouveaux marchés. Et ensuite, on a toujours cette idée d'intégration, donc intégration des infrastructures qui existent et voir comment ces nouveaux outils vont amener de nouveaux services et comment et en quoi ils sont complémentaires avec les infrastructures qui existent déjà. Donc là, c'est un peu une redite, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment toujours de développer, là, on est sur un développement d'outils, mais c'est pour améliorer finalement les services qui vont être proposés par les infrastructures de recherche et d'avoir des nouvelles technologies de pointe qui permettent finalement de répondre aux objectifs hein, de la commission en termes scientifiques, en termes d'impact sociaux, économiques et environnementaux. Donc, il faut vraiment se dire que la visée, c'est de développer finalement de nouveaux axes de recherche qui vont être utilisés de manière plus massive par la communauté, en incluant évidemment les industriels pour le côté application de ces technologies-là, de ces outils ou de ces méthodes. Je précise également qu'on n'a pas de domaine ciblé. C'est-à-dire que c'est un appel qui est ouvert à tous les domaines, dès lors que les conditions sont respectées et qu'on prouve justement qu'on améliore une partie des infrastructures de recherche de manière à ce que ce soit utilisé et utilisable par la communauté scientifique. Et là, je repasse la main à Lorenza pour préciser certains points. C'est de nouveau. Alors, en fait, je pense que Madou nous a bien présenté tous les caractéristiques déjà de cette topic et quelques précisations en fait pour vous aider à faire une bonne proposition. Première chose, ce n'est pas un design studies, c'est-à-dire normalement c'est quelque chose qui est présenté par infrastructure de recherche qui existe déjà. Les rationnels, en fait, et je viens tout de suite. Non, non, je présente ça et après, peut-être j'essaierai de faire comprendre pourquoi pas on demande la présence. Et, en fait, la chose importante, et c'est ça qu'en fait justifie ouais, parce qu'on demande qu'il y a au moins 3 infrastructures dans les consortiums, c'est que le focus c'est vraiment sur les développements technologiques qui sont nécessaires à l'infrastructure de recherche. C'est-à-dire vraiment qu'on n'est pas là pour développer quelconque technologie, mais c'est vraiment des technologies pour les infrastructures de recherche. Et, et, et ça, c'est important parce qu'on est dans un programme pour les infrastructures de recherche. On ne veut pas, en fait, faire des overlaps avec des autres parties d'Horizon Europe. Parce que si en fait on a besoin de technologies pour un nouvel produit, pour une nouvelle chose, on va dans Pilar 2, pas, pas ici. C'est pour ça que vraiment, avec cet instrument que c'est nouveau,
par respect à Horizon 2020, ce qu'on veut mettre ensemble, c'est ce que c'était les joint research activities dans integrating activity, mais plus à long terme, c'est en fait pour la nouvelle génération des instrumentations et des services aussi. Et aussi un peu ce qu'on faisait dans Horizon 2020 pour l'innovation, en fait, de faire, d'associer l'industrie comme supplier, pas comme user, mais en fait, qu'il nous aide à créer cette nouvelle technologie, cette nouvelle instrumentation. Et en faisant ça, l'industrie aussi, il gagne en advance technologique qu'après il peut exploiter pour faire des produits, des choses comme ça pour un start-up. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi un win-win situation parce qu'il nous aide à développer des instrumentations pour l'infrastructure de recherche, que c'est toujours un marché un peu limité, si on veut dire, mais en fait, il gagne aussi la connaissance des technologies d'avant-garde, en fait, vraiment avancées, qu'ils peuvent après exploiter pour, pour leurs produits, pour leur successful euh, plan. Et voilà. Et propos, comme on dit, étant donné qu'en fait, c'est plutôt proche à l'idée des joint research activities, normalement, ce qu'on s'attend, c'est un ensemble d'infrastructures du même type, comme ce qu'on appelait les research infrastructure communities sous Horizon 2020. Mais rien n'empêche, en fait, que la proposition peut arriver par un ensemble d'infrastructures différentes, aussi interdisciplinaires, si en fait ils ont besoin de travailler ensemble pour de joint technological development. Ça, ce n'est pas euh, prohibé. Et comme on disait, les leading core, ils demandent au moins trois infrastructures de recherche différentes. Elles peuvent être, chaque de ces infrastructures peut être un infrastructure ou un ERIC, parce que vous savez que non tous les esprits sont ERIC et non tous les ERIC sont esprits. Ou bien aussi, comme je disais, une autre infrastructure nationale d'entrée européenne. Qu'est-ce qui veut dire d'entrée européenne? En fait, qu'il est capable d'attirer des chercheurs par des autres pays. Ce n'est pas en fait les petits microscopes dans un lab qui servent seulement sa communauté, mais c'est quelque chose qu'en fait, il va être requis par des gens, par des chercheurs d'autres pays. Et une chose importante, en fait, étant donné que, par exemple, un RAI, Research Infrastructure Community d'Horizon 2020, il peut, en fait, créer, participer, présenter une proposition pour la long terme recherche, c'est aussi qu'un distributed Esri ou ERIC Infrastructure pourrait aussi participer, c'est-à-dire avec sa communauté, où en fait les trois infrastructures sont l'ERIC ou l'ESFRI, s'il y a une autre legal form, plus des national infrastructures qui pourraient être aussi des nodes de cette infrastructure. Ça, ce n'est pas prohibé. Et, étant donné si cette node, il travaille aussi comme infrastructure nationale. Voilà. Elles ne sont pas limitées à les travailler sur l'ERIC. Et voilà, et le dernier point, je pense, je l'ai déjà couverte. Merci. Je laisse maintenant l'espace à la question. Merci beaucoup Lorenza. Merci. Alors, on a quelques questions dans le chat. Donc, elle avait cette première question, quel est le rationnel donc, sur les trois infras? Je pense que Lorenza y a répondu, mais si vous avez besoin de compléments, Diane, je vous invite aussi à compléter la question. Parce que, si je peux me permettre, Hélène, juste un point, c'est le pourquoi ces trois infrastructures de recherche de rang mondial. Parce que, en fait, la première chose, quand on a commencé à présenter ce nouvel instrument, il y avait la peur par les infrastructures de recherche que cet topic il allait être pris par tous les autres partis, par des gens qui n'avaient rien à faire avec les infrastructures de recherche. En fait,
c'était un bottom-up topic. C'est un wonderful bottom-up topic pour le développement technologique. Vous pouvez imaginer qu'est-ce qu'il peut attirer par tout le monde. Parce que tous les chercheurs, ils ont besoin de développement technologique. Mais ça, en fait, ils doivent le faire dans les piliers D s'ils sont pour des autres raisons. Ici, vraiment, on veut se concentrer sur les développements technologiques pour les infrastructures de recherche. Dans le passé, quand on avait les integrating activities, on était sûr que c'était des technologies pour les infrastructures de recherche parce qu'il y avait l'accès. Alors, on savait que s'il y avait l'accès, la recherche, c'était vraiment pour des infrastructures de recherche parce que c'est clair que si on avait un consortium d'infrastructures de recherche, et là, on n'avait pas besoin de mettre cette condition. Mais ici, qu'en fait, il n'y a pas l'accès et il n'y a pas de garantie que ceux qui participent ils sont des infrastructures de recherche, à ce point-là, on le doit demander explicitement qui ils sont à moins 3. Au moins 3, mais clairement, on respecte toutes les infrastructures de la communauté, en fait, peuvent participer s'ils ont un rôle actif dans cette recherche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, autre question dans le chat. Donc, concernant les PCP, donc le call Afratech prévoit la possibilité de recourir à un PCP. Comment inclure ce point dans la proposition? Le template n'en fait pas mention, par exemple. Lorenza, Lorenza, voilà. Oui, ce n'est pas une condition nécessaire et en fait, ce n'est pas un PCP instrument. Vous savez qu'il y a aussi des topics qui sont tout entiers en pre-commercial procurement. Mais ici, on veut exploiter cette possibilité si, par exemple, dans ce développement, on a besoin d'un component qu'en fait, c'est plutôt euh, spécifique à faire par des industries. On veut essayer de prendre les meilleurs produits et d'essayer en fait, de lancer un pre-commercial procurement pour un développement innovatif de cette technologie avec l'industrie. Il peut concerner en fait une partie du travail qu'on veut faire dans cet projet. C'est-à-dire si en fait il y a une technologie spécifique qui est bien adaptée à cet mécanisme, mais pas nécessairement en fait. C'est vraiment quelque chose qui est une possibilité si c'est intéressant, mais il ne change rien s'il y a ou s'il n'y a pas. Donc, effectivement, ce n'est pas une obligation. C'est aussi l'une des questions qui arrive aussi sur le PCP, qui indique, donc d'Emmanuel, qui indique, j'ai compris que l'option PCP n'était pas une obligation. Donc, effectivement, ce n'est pas une obligation. Peut-on mélanger pour différents développements, implications privées dans le consortium d'une part et PCP d'autre part? Donc, ça rejoint à la question en fait aussi de l'utilisation du PCP. Est-ce qu'on peut avoir des personnes privées et dans le consortium et faire appel à un PCP, utiliser l'outil PCP dans le projet? Lorenza, je ne sais pas si vous souhaitez répondre à cette question également. Mais c'est clair que s'il y a de l'industrie à l'intérieur du consortium, le PCP va être fait avec des autres, pas avec celles qui sont dans le consortium. C'est-à-dire qu'en fait, il va travailler sur un autre objectif du projet. Un projet de ce type n'est pas forcément va développer une seule instrumentation, une seule technologie. Peut-être qu'il développe un ensemble de technologies. En fait, il y a aussi un budget, un enveloppe budgétaire qui est important, parce qu'on peut arriver à 10 millions d'euros. Et alors, peut-être qu'en fait, il va concerner plusieurs technologies, plusieurs instrumentations, plusieurs nouvelles tools, Des outils. en fait utiles qui sont nécessaires à cet ensemble des infrastructures. Et c'est pour ça que peut-être dans un des possibilités, on peut employer ça. Ou bien c'est vraiment à toute nouvelle technologie de développement
dans laquelle il y a une partie qui c'est tellement spécifique qu'on peut la faire avec les PCP. Et les autres, on fait, les fait avec des industries à l'intérieur du consortium. Oui. Mais de nouveau, aussi, la participation de l'industrie, ce n'est pas un mandatory condition. C'est qu'on avait dit, peut-être qu'il y a seulement du PCP fait avec l'industrie dans son proposition. Oui, donc c'est ça, pas d'obligation d'avoir des PCP, pas d'obligation non plus d'avoir des industriels dans le consortium, mais on ne peut pas avoir les mêmes industriels qui peuvent répondre au PCP et qui peuvent être dans le consortium aussi, puisque évidemment, sinon, il y a un conflit d'intérêts. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut compléter ou si on passe à la prochaine question. Alors, prochaine question, donc je reviens sur la question du début. Bonjour, donc d'Emmanuel. Bonjour, s'il y a du co-développement avec des privés, il faudra montrer la double, c'est une question, est-ce qu'il faudra montrer la double exploitation bénéfice possible pour le privé en question et les infrastructures? Donc, est-ce qu'il faut montrer, effectivement, si je comprends bien la question, s'il y a des privés au sein du consortium, est-ce qu'il faut montrer l'exploitation et les bénéfices pour le privé autant que pour les infrastructures, donc pour l'ensemble des membres du consortium. Donc, après, donc oui, effectivement, mais pareil aussi, Lorenza, je ne sais pas si vous souhaitez répondre à cette question. Alors, c'est clair qu'on ne s'attend pas qu'en fait, il y a une exploitation industrielle sur ce projet. Ça, c'est clair, hein. Mais c'est clair que s'il y a cette industrie, peut-être qu'ils peuvent élaborer les potentiels de cette technologie. En fait, peut-être que sera très difficile de l'exploiter au dehors de l'ensemble d'infrastructures de recherche. Mais en fait, s'il y a moyen de penser aussi, sera intéressant d'avoir des pistes, de potentiel d'exploitation aussi dans les résultats du projet. Et de nouveau, ce n'est pas, nécessaire, mais en fait, c'est dans les impacts. Si on arrive à démontrer ça, c'est vrai qu'on a un impact plus fort. Et ça, c'est quelque chose, en fait, à tenir compte. Et peut-être qu'il dans ces moments-là, dans son premier temps, il n'y a pas bien clair où on peut exploiter certaines technologies. Ça, c'est arrivé plusieurs fois, des technologies qui étaient au début d'exploiter par des infrastructures de recherche, ils ont des redécouvertes 10 ans après, ben, voilà, pour faire, je ne sais pas, les GSM et choses comme ça. Voilà. C'est-à-dire, voilà, c'est vrai que quelque chose, il va arriver dans les longtemps, mais en fait, étant donné que c'est un des impacts qu'il a mentionné, des outcomes dans cette topic, ce sera intéressant de voir s'il y a des pistes ou bien qu'est-ce que la proposition les pense de faire pour adresser ce type d'impact. Merci beaucoup. Alors pareil, hein, si vous souhaitez compléter les questions et puis les réponses, il ne faut pas hésiter. Une question sur le programme de travail 2023-2024. Les appels Infratech prévus pour 2023-2024 auront-ils le même scope ou y aura-t-il des changements? Donc, le programme de travail, alors je rappelle que le programme de travail 2023-2024 est en cours d'élaboration et il devrait être plutôt au printemps, c'est ça. Il sera disponible à ce moment-là sur le site du ministère le mini-site infrastructure de recherche au réseau Europe. Lorenza. Oui, c'est clair que cette question, c'est pour moi. Je trouve. Voilà. Alors, oui, on a l'intention en fait de republier cette topic dans les 2024. Et alors, je peux dire, on est déjà en drafting phase. Enfin, on est en train déjà d'écrire les nouveaux programmes de travail
pour maintenant, les projets, les textes de topic, c'est similaire, mais peut-être qu'on va mettre un peu de conditions de ne pas d'être dans quelque façon complémentaire à ce qu'on a fait dans cette call. C'est-à-dire ça, peut-être les petits changements qui va en mettre. Et l'autre chose, c'est en fait qu'on attend de voir comme la call il ira, parce que c'est un nouvel lancement. Et en fait, on se laisse, étant donné qu'en fait, on doit finaliser les textes pour juin. C'est ça, en fait, qu'on va lancer la proposition, les textes en test service, dans tous les procès formels pour l'approbation. Et peut-être qu'en fait, on va regarder un peu comme la colle il est allé, s'il y a eu des problèmes spécifiques pour faire des corrections en cours de, de préparation du programme 4. Alors, on va attendre un peu la nouvelle colle qu'il s'ouvre et qu'il se clôture aussi pour voir s'il y a des changements nécessaires à faire. Merci beaucoup, Lorenza. Donc effectivement, alors les work programmes seront disponibles, encore une fois, hein, je fais un peu de pub pour le site internet sur le site de infrastructure d'Horizon Europe. Voilà, mais lorsqu'il sera validé par la commission, adopté. Alors, est-ce que les coûts de valorisation du développement, une question de Yann, est-ce que les coûts de valorisation du développement d'une instrumentation méthode ou les frais d'accès à des licences sont-ils couverts par cet appel? Alors, ce sont les coûts de propriété intellectuelle, si je comprends bien la question. Oui, je pense que Yann, il parle en cas d'exploitation industrielle, s'il y a par exemple des pots de brevet ou autre. N'hésitez pas, Yann, si vous voulez préciser ou recibler. Donc, Lorenza a dit que c'était pas la vocation première d'avoir un projet qui soit exploité tout de suite. Mais effectivement, si on a un projet, ok, merci Yann. Si on a un projet qui entre avec un niveau de maturité qui est déjà élevé et qui peut contribuer à finaliser une technologie pendant le projet, avec des opportunités de brevet. Est-ce qu'on considère que c'est un coût éligible, hein, la valorisation et les frais de brevet ou autres, ou est-ce qu'on ne finance que les activités techniques et scientifiques? Je pense que c'est ça la question de Yann. Je dirais s'il y a en fait, cet développement, c'est tellement intéressant qu'il y a un brevet à faire, peut-être oui, et pas en fait les coûts comme je disais, d'exploitation en fait pour faire les produits, pas ça, pas, pour faire les produits commerciaux, Non. ça. Mais si en fait, les résultats ce sont tellement intéressants pour les consortiums qu'il veut faire un brevet entre partenaires, oui, peut-être, c'est un peu. Oui, alors là, de ce que je comprends aussi en complément, pareil, hein, Yann, n'hésitez pas, c'est l'achat de licence en fait pour le développement de nouvelles méthodes dans le cadre du projet. Donc, a priori, ça peut rentrer dans les coûts si ça permet en fait d'arriver aux objectifs, du projet. D'accord, donc c'est dans les deux sens de ce que j'ai compris. Ok. Est-ce que, question donc de Paul, merci de vos réponses. A-t-on une idée du nombre de candidatures attendues sur cet appel Infratech? Alors c'est une grande question. Je ne sais pas si on peut y répondre. Déjà, c'est un appel ouvert, donc il y a déjà quand même plusieurs candidatures qui sont prévues. Alors, en fait, c'est un nouvel instrument, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'expérience spécifique, parce que ce n'est pas comme les design studies, conceptual design, qu'on sait, qu'en fait, on a reçu par 30 à 60 propositions, étant donné que surtout, on reste toujours dans de l'ordre des maximum 10 dans certains calls à financer. Pour cette ici, on était un peu douteuse, étant donné qu'il y a cette
conditions très fortes sur la participation des trois infrastructures. Mais maintenant, je dois dire, de la quantité de questions qu'on est en train de recevoir, je dirais oui, il y aura beaucoup de compétition. Il y aura beaucoup de compétition. Voilà. C'est-à-dire, de nouveau, préparer des bonnes propositions. Et je dois dire une chose aussi qui nous a poussé aussi à détacher cette Joint Research Activity par l'Integrated Activities, étant donné que c'était très important l'access provision dans ces projets, quelquefois les Joint Research Activities étaient un peu weak, un peu pas bien décrits. En fait, ils disaient, oh là, on va faire encore un appel pour voir ce on a besoin de développer, choses comme ça vraiment un peu vagues dans leur description. Ici, on a besoin de bien substantier la proposition, les technologies qu'on veut faire. Voilà, on doit vraiment venir avec des propositions bien complètes parce que le focus, c'est la Joint Research Activity cette fois et elle va être surtout évaluée sur cette possibilité. On ne peut pas venir en disant voilà, on va faire, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Ce n'est pas plus le cas, comme on arrivait quelquefois dans les integrating activities. Donc, bien préparer sa proposition. Donc, question de Romain. Bonjour, peut-on impliquer des SMEs hors UE dans ce call où l'industrie européenne est-elle à privilégier? Alors, je pense que la réponse est que l'industrie européenne est à privilégier, mais évidemment, on est sous Horizon Europe, mais Lorenza, En vous fait, laisse. c'est vrai que l'impact, c'est sur l'industrie européenne. C'est pour ça, en fait, c'est ça la façon de mettre des conditions plus étroites. En fait, on voudrait que ça bénéficie l'industrie européenne. Après, s'il y a quelque chose qu'absolument on ne trouve pas au niveau européen, ça doit être bien justifié. Pourquoi pas on va mettre des autres pays. Et parce que, voilà, ça, l'évaluateur, je pense qu'ils s'attendent qu'il y a des industries européennes. Et si ça n'arrive pas, on risque d'être mal évalué dans l'impact. C'est pour ça que vraiment, s'il y a cette besoin d'avoir quelqu'un qui n'est pas en Europe, il doit être bien justifié, bien justifié. Merci. Alors, une question de Jaesh. Bonjour, y a-t-il une limite pour la sélection des propositions limitée par le domaine de recherche ESFRI? Alors, je pense qu'en fait, la question, si je me permets de reformuler, vous me direz si c'est bien ça, c'est en fait, est-ce que les propositions doivent être dans les domaines de recherche de l'ESFRI? A priori, je comprends cette question comme ça. Est-ce que les domaines couverts par les propositions qui seront déposées sur cet appel à projet doivent uniquement concerner les domaines de recherche ESFRI? Mais a priori, c'est tous les domaines. Il n'y a absolument pas de restriction il faut pouvoir se baser sur le paysage aussi existant, donc pouvoir l'étayer dans l'état de l'art, mais il n'y a pas de restriction au domaine spécifique de recherche de l'ESFRI. Comme je disais, en fait, il peut être quelconque Research Infrastructure Community qu'on avait financé sous Horizon 2020, c'est-à-dire dans les Integrating Activities, c'est-à-dire vraiment qui, par exemple, l'ensemble des synchrotones qui ne sont pas nécessairement un S3 project ou bien, je sais pas, des nouvelles infrastructures qui ne sont pas encore dans la roadmap, des nouvelles types d'infrastructures qui ne sont dans la roadmap. Si Eva Global, qui veut, par exemple, maintenant je fais un exemple, que ce n'est pas un esprit infrastructure, il peut venir pour développer certaines technologies, il peut venir aussi, voilà. Après, comme je parle de limites pour la sélection des proposals, est-ce que, alors je ne sais pas si ça fait partie de sa question ou pas, mais est-ce qu'on peut avoir, peut y avoir plusieurs domaines, enfin des domaines qui sont dans le même axe,
c'est-à-dire la même thématique et des projets concurrents? Est-ce que vous avez une limite? Ou est-ce que s'il y a un domaine, il n'y a qu'un seul domaine qui va être financé? Ou est-ce qu'il peut y avoir deux financements pour le même domaine? Ce sont des technologies différentes. C'est clair que s'il y a des projets qui font exactement la même chose, on dira, je ne pense pas qu'ils vont passer tous les deux parce Mmh. que ce sera bizarre. Mais et j'espère que s'il y a vraiment quelqu'un qui font la même chose, ils se mettent ensemble. Vous savez que dans notre programme, c'est ce qu'on pousse toujours, c'est Mmh. l'intégration, c'est la coopération, pas vraiment la compétition. Mmh. On est dans l'infrastructure de recherche. C'est-à-dire, en fait, vraiment, on essaie toujours d'améliorer l'intégration et la coopération, plus que la compétition entre infrastructures de recherche. Mais par exemple, si, c'est clair, s'il y a la même communauté et qu'il présente un projet et pour certaines technologies, OK, si c'est vraiment ils sont tellement de technologies qu'ils ont besoin de présenter des propositions pour entrer dans la budget, ça va, mais c'est bien aussi de laisser l'espace à les autres. Ça, c'est pas prohibé, voilà. OK, merci. Bah, merci. Alors une question d'Emmanuel. Est-il important que le consortium couvre largement l'Europe, avoir des partenaires du Nord, du Sud, de l'Est, sachant que si on améliore les services des infras de dimension européenne mondiale, l'impact sera de fait assez large? Sur la question, donc c'est un peu la question du widening peut-être, ou le fait de couvrir Oui, l'Europe, hein, mais ça, ce n'est pas, toute la zone. en éligibilité, en Mmh. fait, c'est Mmh. clair qu'on est toujours intéressé à cette dimension, mais ce n'est pas, en fait, obligatoire d'avoir, une couverture très large. Il y a toujours quand même les 3 pays différents parce que ça, il y a déjà quelque chose. Mmh. On ne peut pas être seulement un pays et bah, je dois dire, si je regarde un peu ce qu'on avait dans les Research Infrastructure Communities dans Horizon 2020, il y avait aussi la participation des différentes parties de l'Europe, mais c'est vrai que les infrastructures, quelquefois, elles sont bien concentrées dans certains pays et régions. C'est-à-dire qu'on ne doit pas artificiellement ajouter des infrastructures qui ne sont pas à la hauteur, mais quand même, on peut regarder aussi des technological partners dans certains pays qui là, sont vraiment très, très, très performants. Alors, mais la suite de la question, est-ce que ça peut influencer l'évaluation en cas d'ex-aequo? Les alors, il y a des critères précis pour l'évaluation des Xexeco, c'est la procédure standard. C'est vrai qu'il y a si à la fin, les scores dans excellence, les scores dans impact, voilà, les nombres de gender and Smith. Mais si à la fin de tout ça, on a encore une parité, et ça c'est vraiment très, très, très difficile, alors on peut ajouter des nouvelles critères, et ça, en fait, c'est quelque chose que le panel d'évaluation va décider s'il y a le cas, s'il y a la nécessité. Et ça, elle pourrait être aussi en condition, mais en fait, je dois dire, c'est très remote la possibilité qu'on arrive à pouvoir avoir, après avoir appliqué tous les critères, qu'on arrive à ce point-là. Merci beaucoup. Alors oui, donc là, il y a que des bonnes questions, hein, tout est évidemment. Alors la question des Anglais. Est-ce que travailler, donc une question de Diane, est-ce que travailler avec le nœud anglais d'une infra est pénalisant ou la filiale anglaise, est-ce que donc travailler avec le nœud anglais d'une infra est pénalisant ou travailler avec la filiale anglaise d'une entreprise allemande? Il me semble que c'est la question. Donc c'est la question, voilà, de la place des Anglais dans le consortium. Alors, maintenant, on est en train de traiter les Anglais comme potential associated. C'est vrai. Et ça, c'est un peu l'approche, étant donné on sait que
aussi par les projets qui sont maintenant ouverts, qui ont été sélectionnés maintenant. Ce qu'on va faire, c'est de faire la grande preparation comme si c'était en fait un approche à l'association et seulement au moment qu'on va signer les grants, on va voir si ce n'est pas encore associé à ce point-là, ils ne peuvent pas avoir accès à les financements, et choses comme ça. Et c'est à ce moment-là que les consortiums doivent trouver une solution belle sur ce projet. Et il y a les risques, c'est clair qu'il y a les risques. Voilà, mais c'est une infrastructure, par exemple, si c'est un node d'une infrastructure européenne, je ne pense pas que c'est un problème. Peut-être qu'il y a un peu plus de problèmes si c'est en fait la partie industrielle. Ça pourrait être un peu plus sensitif. Mais, mais comme je dit, en fait, on est en train encore de traiter l'Angleterre comme un potential associated country. Oui, donc ça, c'est pour tout Horizon Europe, c'est pas uniquement pour le programme infrastructure de recherche. Voilà. Et donc les résultats voilà, vont concerner le programme infrastructure de recherche. Et vous avez sur le mini-site du PCN juridique et financier une actualité justement sur le statut de l'Angleterre ou d'autres pays qui est régulièrement mise à jour en fait. Donc ça vous dira. Et puis après, est-ce que c'est pénalisant? Lorenza vient de le dire. Ça dépend si c'est plutôt entreprise ou pas. Alors, pour continuer sur cette question des Anglais, donc effectivement, hein, voilà, est-ce considéré risqué d'avoir un Anglais nommé Work Package Leader, sachant qu'il y a de fortes chances qu'il soit financé soit par Horizon Europe, soit par leur ministère. Cela ne compte pas dans l'évaluation. Donc, c'est une question. Et non, il ne compte pas dans comme je dis, en fait, ça, en fait, on dit à notre expert de traiter un peu l'Angleterre comme c'était associé. Et c'est différent un peu pour la Switzerland, parce qu'en fait, moi, c'est clair qui yeah. Mais une chose en fait qu'il sera important comme René il me rappelle, ce sera mieux en fait dans des risques, dans les risques du projet de traiter cette histoire. Mm. Voilà. Tout à fait. Voilà. Voilà. Mais Ça c'est en fait un bon conseil. Voilà, vous pouvez le faire. Mais je dois dire que maintenant, au début, on avait aussi un grand problème sur les coordination and support action, parce que dans Horizon Europe, maintenant, c'est exceptionnel que les pays tiers peuvent participer à les coordination and support action. Mais maintenant, on a une interprétation un peu plus flexible, c'est-à-dire qu'ils peuvent participer, mais sans financement. Et les pays tiers aussi dans les CSA. Le risque, c'est toujours qu'ils ne vont pas prendre de support de part du programme cadre. Et à ce point-là, sinon, si le ministère anglais ne va pas donner l'argent, c'est un problème. Donc effectivement, donc bien définir leur rôle dans le consortium, Voilà. savoir justifier leur pourquoi Les ils sont rôles Work et Package Leader les plans et B dans les et risques voilà, les plans B dans le cas où il y a un il n'a pas problème. voilà. Voilà. Donc, Éventuellement, au moment du Grant Agreement, voilà, d'avoir un plan B. Donc, si jamais il y a un risque en fait que ce ne soit pas financé par l'Europe, si le partenaire en question peut avoir une lettre d'engagement du ministère pour financer, ce serait aussi un plus. Alors, eh bien, je crois que nous sommes arrivés au bout des questions qui sont dans le chat. Mais où mettre les lettres d'engagement? Mais si vous les mettez dès le stade de dépôt, vous avez la possibilité d'additionner, de joindre des annexes additionnelles en fait. Donc extra annexes, vous pouvez peut-être les mettre dedans ou le mentionner, sinon le mentionner clairement dans le projet. Si vous n'avez pas la possibilité d'ajouter ces lettres dès la phase de dépôt, le mentionner que vous les avez et que vous pouvez les produire. On est toujours dans du plus, c'est pas obligatoire. Hein. Ou bien mettre les links à peut-être la page du ministère qui disent qu'ils s'engagent à Ouais, financer les c'est Voilà. choses. Voilà, ça Oui. aussi, ça c'est une autre façon. Troisième Voilà, option, voilà. voilà, Voilà. ou bien on met le document sur le
Non, il Donc n'y a ça, pas je n'ai d'annexe et faites-vous attention parce qu'en fait, il n'y a pas, pour les serves, on a un nombre de pages Mmh. en fait, plus large. Mais j'ai vu aussi maintenant, avec les preparatory phase et les early phase implementation, qu'il y avait des gens qui se plaignaient que c'était trop court. Comme ça, faites-vous oui, attention à la longueur des propositions. Concise. voilà. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Il y a parfois un champ annexe dans la section de soumission en dessous de là où charger la part B, mais ce sont pour des annexes spécifiques, hein, donc Ce n'est pas le cas ici, ce n'est pas le cas non, ici. Mmh. On a ça, par voilà, exemple, par pour les infraserves. par l'infraserve, Voilà. mais pas le cas ici. Donc plutôt le mentionner aussi dans la proposition, hein, le soutien du gouvernement aussi anglais, de pouvoir voilà, pleinement justifier aussi dans le verbatim de votre proposition, encore une fois, de consolider vraiment votre proposition pour pas qu'il y ait de doute sur un ou plusieurs aspects et de traiter voilà, tout ça. Une question de Damien. Bonjour, faut-il que toutes les RI3 soient des partenaires bénéficiaires du projet ou peuvent-elles être uniquement partenaires associés? Franchement, on dit que c'est le core et c'est leading. Je ne le vois pas dans les rôles de la société partner. Non, c'est des bénéficiaires. Alors, il est 11h15. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer à la dernière étape du webinaire. Alors, toutes les questions que vous auriez en plus aussi, hein, n'hésitez pas à les poser au point de contact national. On vous redonnera l'adresse voilà, à la fin de cette présentation. Et encore une fois, nous sommes là au niveau du PCN pour répondre à vos questions. Donc pour la dernière partie, on va passer la parole à René Martin pour présenter l'Infradev 01-02. Oui, merci pour cette introduction. Et donc, on va ici parler de l'appel à projet coopération, synergie et mise en réseau entre les infrastructures de recherche et les infrastructures technologiques. On va peut-être prendre un petit peu de recul pour comprendre le contexte d'un point de vue politique. Donc, tout d'abord, il faut mentionner en 2019, la Commission a publié un document de travail sur les infrastructures technologiques. Ensuite, dans la communication sur le nouvel espace européen de la recherche, nous avons il y a une action, l'action numéro 10, qui est une action qui porte à la fois sur les infrastructures de recherche et sur les infrastructures technologiques, a été formulée. Ensuite, dans les conclusions du Conseil 2020, le développement d'une stratégie pour les infrastructures technologiques est mentionné. Et tout ça, ça a maintenant mené dans l'agenda politique de l'espace européen de la recherche, a mené à des actions ou des activités. Donc, c'est évidemment l'activité pour renforcer la durabilité et l'accessibilité et la résilience des infrastructures de recherche. C'est l'activité numéro 8. Et dans un autre domaine, c'est un petit peu caché, mais c'est dans le domaine prioritaire qui concerne les défis de la double transition écologique et numérique. Et c'est l'activité numéro 12 qui se focalise sur l'accélération de la transition écologique et numérique des principaux écosystèmes industriels de l'Europe. Et là-dedans, il y a des objectifs clairement focalisés sur les infrastructures technologiques. Donc, les infrastructures technologiques et les infrastructures de recherche en Europe, ils figurent parmi les éléments clés pour la réussite de la mise en service, mise en place d'un écosystème d'innovation.
Et on sait bien que les infrastructures de recherche ont, depuis toujours, ont un certain portfolio de services pour l'industrie et les PME, mais tout ça, c'est assez éparpillé, disons, fragmenté. Et en plus, maintenant, souvent, ça porte aussi sur les... Bon, la visibilité n'est pas très, très forte pour tous ces services et aussi l'accessibilité et du coup aussi l'accessibilité pour les utilisateurs n'est pas très claire. Donc on cherche avec cet appel à projet qui, il faut noter, est une action de coordination et de soutien, et je souligne soutien, plus soutien que coordination, parce que la Commission va faire une grande part de la coordination, mais on a besoin de soutien. Et donc, il y a récemment un projet sélectionné avec un budget indicatif d'1,5 million. Peut-être encore un détail, les CSA ont encore une autre limite par rapport au nombre de pages que les autres projets. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est 30 pages. Mais bon, je ne veux pas me trop fixer là. Mais il faut faire vraiment attention. Donc, il y a des résultats attendus qui portent sur le renforcement de la collaboration entre les infrastructures de recherche et les infrastructures technologiques. On cherche à améliorer la visibilité et l'accessibilité des infrastructures, aussi bien de recherche et de technologie, et pour l'industrie et les PME, mieux structurer et renforcer le paysage européen des infrastructures technologiques, dans ce cas-là vraiment technologique, parce qu'on sait bien le paysage des infrastructures de recherche est déjà très bien développé par rapport aux infrastructures technologiques. Ensuite, une meilleure intégration des services d'infrastructures de recherche qui présentent un intérêt pour les utilisateurs industriels dans l'écosystème des infrastructures technologiques. Et là, évidemment, il faut aussi regarder plus tard dans le champ d'application sur quel domaine on va se concentrer au départ. Puis un alignement et une connexion des actions en matière d'infrastructure de recherche et de technologie avec d'autres actions pertinentes dans l'espace européen de la recherche et aussi notamment les politiques industrielles. Parce que avec la nouvelle politique industrielle de la Commission qui mentionne très clairement la nécessité de la recherche et du développement pour en fait surmonter les défis de la double transition. Puis, il s'agit aussi d'un renforcement des synergies entre les plans d'investissement privés et publics pour les infrastructures. Et là, notamment, il s'agit surtout au niveau des infrastructures technologiques d'aligner les différentes sources de financement. Donc, j'ai déjà parlé de la fonction clé, des éléments clés que les infrastructures jouent dans les écosystèmes. Il faut voir en fait les deux types d'infrastructures comme complémentaires, très clairement. Donc, il y a des infrastructures de recherche qui fournissent des services et les infrastructures technologiques agissent aussi. On ne peut pas vraiment parler d'un TRL très spécifique dans lequel ils agissent. Ils se concentrent peut-être plus dans les infrastructures de recherche, se concentrent plus dans les bas TRL et les infrastructures technologiques dans les TRL plus élevés, mais ils couvrent quand même par-ci par-là tous les niveaux. Donc c'est une sorte de continuum qu'il faut voir là. Donc les activités que les propositions doivent soutenir, je souligne de nouveau soutenir et pas vraiment coordonner même, c'est séparé groupé en 4 catégories. C'est la cartographie
hiérarchisation des priorités, l'opération et les lignes directrices, la gouvernance et la sensibilisation et la communication. Concernant la cartographie, il existe plusieurs cartographies des infrastructures technologiques qui ne sont pas détaillées à des niveaux différents, qu'il faut en fait réunir sous un même, disons, sur une cartographie chapeau. Et pour ça, on a besoin de soutien. Et on a besoin de soutien pour analyser les lacunes. Et on va faire ça évidemment avec la cartographie. Ensuite, il faut identifier les bonnes pratiques pour améliorer les liens et la complémentarité entre les infrastructures de recherche et technologiques. Puis, on va avoir besoin d'élaborer des plans d'action stratégiques, pilotes. On va justement, avant en fait de créer une gouvernance genre Esri, on sait bien Esri ne va pas, on ne peut pas copier Esri et l'appliquer pour les infrastructures technologiques, mais on doit arriver à un point dans le futur, on doit arriver à avoir une gouvernance de ce genre pour traiter le paysage des infrastructures technologiques, mais on va commencer le travail par des domaines pilotes qu'il faut choisir parmi des grandes priorités qui sont aussi définies, par exemple, par les feuilles de route des stratégies industrielles. Par exemple, on a des feuilles de route qui sont développées aussi dans l'action 12 que j'ai mentionnée au début, des feuilles de route concernant les industries à forte intensité énergétique. Et on va s'appuyer sur ce travail qui a déjà été effectué pour démarrer le travail sur les infrastructures des technologies. Et ensuite, évidemment, on va travailler sur l'élaboration d'un programme d'investissement pour les infrastructures technologiques et aussi comment connecter les différentes infrastructures. Ensuite, je vais parler de la gouvernance. Il faut aussi tirer, disons, des leçons de ce qu'on a appris avec Esri, ce qu'on peut appliquer pour les infrastructures technologiques. Et puis, il faut mettre en réseau les acteurs et les infrastructures concernées. Et une chose très importante, même si c'est le dernier point, en fait, c'est la sensibilisation et la communication, c'est vraiment d'organiser des workshops avec les futurs utilisateurs, notamment les PME qui sont toujours très difficiles à cerner, à contacter, à impliquer dans ce genre de processus. Donc, on a besoin de créer des ateliers avec toutes les parties impliquées. Et voilà, donc c'est le soutien qu'il faut fournir. L'appel à projet ne dit pas qu'il faut couvrir toutes ces activités, mais bon, il faut quand même essayer de couvrir le plus possible les activités qui sont mentionnées. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions concernant cet appel? Alors, manifestement, c'était très clair. Donc, je pense que... Alors, c'est le dernier appel. Donc, c'était vraiment... Votre présentation était très claire. Bon. Je peux peut-être rajouter une chose. Je vous en prie. C'est peut-être aussi parce que cet appel à projet ne s'adresse pas uniquement aux infrastructures de recherche,
Donc, il s'adresse aussi à des organisations qui sont des organisations chapeaux de PME peut-être, ou au niveau des infrastructures de recherche, ceux qui s'occupent avec les liaisons avec l'industrie et tout ça. Donc, c'est moins infratech, moins infradev, mais c'est vraiment plus infra-industriel, un peu comme ça. Effectivement. On est peut-être, oui, on est à la limite des domaines. On doit vraiment, dans l'avenir, on doit vraiment renforcer ce lien et c'est vraiment ce qu'on cherche aussi avec cet appel. Donc, c'est ça. Très bien. Eh bien, il est 11h29. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on est dans un timing parfait. Amadou. Donc là, Hélène vous a envoyé le lien de contact pour poser vos questions et éventuellement prendre rendez-vous avec le PCN Infrastructure de Recherche. Donc voilà, l'objectif de ce café relais, c'était vraiment d'avoir des informations de première main sur les appels à venir, de vous aider à construire vos projets, vos propositions. Donc on espère que ça a répondu à vos attentes et voilà, donc n'hésitez pas, on pourra toujours aller plus loin dans le prolongement et personnaliser notre soutien. Voilà. Donc, j'ai mis aussi le lien vers le formulaire d'inscription sur les listes relais. Qui permet de recevoir toutes les informations que nous diffusons au niveau du point de contact national infrastructure, donc les cafés relais, mais aussi toutes les actualités que nous pouvons publier sur le site. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur le site, le mini-site. Encore une fois, je fais la publicité. Voilà, où vous trouvez tout un ensemble de documents et d'informations. Donc, pardon, vas-y, Vas-y, Hélène. je t'en prie. Non, je t'en prie, Amadou. Non, mais j'allais juste clore la session. Alors, il y avait une question de Philippe, justement, oui. pourrait-on avoir une copie des slides? Oui. Donc, oui. La réponse est oui. Tous les webinaires sont disponibles sur le mini-site. Donc là, je viens de vous mettre l'adresse. Et il y a les slides également. Et on va mettre tout ensemble pour que vous puissiez avoir le maximum d'informations sur ce mini-site. Je t'en prie. Merci encore. Merci pour votre présence et votre attention. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle candidature et je croise les doigts pour l'évaluation positive de ces candidatures. En tout cas, vous avez toutes les clés en main maintenant pour que ça marche. Et on sera là pour vous donner d'autres conseils si besoin. Et merci énormément à Lorenza Salaro et à René Martin d'avoir été présents et de nous avoir donné tous ces outils-là. C'est très appréciable. Et n'hésitez pas non plus aussi, une dernière chose, à nous faire part d'idées de café relais ou de thèmes que vous voudriez voir traités aussi dans ces cafés relais, si vous avez des questions un peu plus précises. Voilà, donc je vais vous laisser vous déconnecter tranquillement. La session va rester ouverte à des fins d'enregistrement. Merci. Et café relais spécial PCP. Merci. Donc, on continue de voir les questions et on y répondra. Et merci encore. Bonne fin de journée. Au revoir.